Bonjour à tous. Bonjour Laurent. Bonjour Arnaud. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Parfait. Parfait. Et bonjour tout le monde. Alors on va entendre juste une petite minute. Je vois qu'il y a déjà pas mal de monde sur le chat et puis sur le webinar, donc c'est super. On est content de pouvoir faire ce webinar avec vous et avec Laurent pour témoigner de l'expérimentation qu'on a mis en place. Généralement, il y a des arrivées sur la minute, donc on va juste attendre ce petit moment. Et on en profite avant de se présenter, de présenter le webinaire, on en profite pour vous dire surtout, n'hésitez pas, vous avez vu que vous avez un chat en fenêtre de droite. D'ailleurs, on peut commencer à avoir des gens qui disent bonjour, super. Ouais, on va voir. Parfait. Rachel, bonjour Bonjour Rachel, bonjour Cécile. Agnès, bonjour Bonjour Cécile. Catherine, bonjour Cécile. Donc voilà, n'hésitez pas à dire bonjour et puis à poser des questions. En fait, comme vous le savez, on va avoir 30 minutes de présentation avec Laurent et puis 15 minutes de questions. Les 15 minutes de questions, ça va très vite généralement. Donc, c'est bien d'avoir centralisé les questions un petit peu en amont. Donc, si vous avez des questions au fil de l'eau, au fil de la discussion, n'hésitez pas à directement les mettre dans le chat. On n'y répondra pas forcément d'emblée, mais derrière, au moins, on aura une liste de questions qu'on pourra redescendre dès 16h30 et on essaiera de redescendre toutes les questions tout simplement pour satisfaire tout le monde. En sachant que l'intérêt du webinaire, c'est tout de même surtout de pouvoir échanger avec les personnes qui nous écoutent. Donc voilà, vraiment, n'hésitez pas à utiliser ce canal-là, ça devient plus interactif et beaucoup plus simple. Bon, je pense qu'on est bon, on peut y aller du coup. On peut commencer, Laurent, par se présenter si vous voulez commencer. Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Laurent Billet. Je travaille à EDF Recherche et Développement. Je suis délégué scientifique. Alors, très rapidement, hein, j'ai fait toute ma carrière à la R&D d'EDF. Je suis devenu manager première ligne. J'ai occupé plusieurs postes à responsabilité dans des départements de recherche. Un département de recherche, c'est un peu comme un laboratoire. Ça fait entre 100 et 150 personnes. Et puis, depuis une demi-douzaine d'années, je suis à la direction scientifique, donc qui est chargée de la stratégie scientifique de l'entreprise, mais aussi de gérer le portefeuille des thèses d'EDF, de gérer le portefeuille des partenariats. Et puis, on s'occupe aussi de l'expertise et on appuie la direction des RH sur les compétences. Et c'est à ce titre qu'on a été amené à déployer l'outil Pick Your Skills. D'accord, très bien. Eh bien, mon côté, moi, je suis un des 3 cofondateurs de Pick Your Skills et donc le CEO. Et effectivement, je me suis occupé avec Laurent depuis 2 ans déjà, même un petit peu plus, de ce déploiement, dans un premier temps de l'expérimentation, on va y revenir, puis du déploiement plus large au sein de la R&D. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on fait ces témoignages tous les deux. Alors, ce qui pourrait être intéressant, Laurent, vous avez commencé à le faire, mais c'est déjà avant de rentrer dans le vif du sujet de ce qu'on a mis en place, rappeler le contexte de la R&D pour que tout le monde en soit Oui, bien conscient. sûr. Je vais quand même vous parler un petit peu de ce que c'est que la recherche et développement à EDF. Alors, EDF, bon, vous connaissez sans doute pas mal. C'est un grand groupe, un énergéticien, un électricien. On est 160 000 personnes et on a une recherche et développement qui est assez concentrée. Enfin, on appelle ça la recherche intégrée. La recherche n'est pas répartie dans des business units. Elle est essentiellement en France, dans 3 centres répartis dans la parisienne, avec à peu près 1800 personnes. Et puis, on a des centres de recherche à l'étranger. On a 6 centres de recherche à l'étranger avec à peu près 250 personnes. Et puis, aux chercheurs, il faut aussi ajouter les doctorants. Donc, EDF lance beaucoup, ou du moins héberge beaucoup de thèses CIFRE. On est le numéro 2 en France, derrière Safran, avec 160 doctorants. Voilà, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails. Donc, on peut passer au transparent suivant.
Arnaud, Oui. voilà, on a une stratégie de recherche qui est vraiment alignée sur l'actualité du moment. Enfin, si, c'est incroyable parce qu'on est la semaine de la COP26 et le sujet qui nous intéresse, c'est vraiment celui de la COP26, c'est d'essayer de réussir la transition énergétique. Et pour ça, une recherche qui est alignée là-dessus, avec 4 axes de recherche. Donc le premier axe, c'est essayer de décarboner profondément l'économie avec l'électricité. Donc c'est la voiture électrique, c'est le chauffage avec des pompes à chaleur, c'est aussi décarboner l'industrie, pas forcément qu'avec de l'électricité d'ailleurs, l'hydrogène peut être mis en place. Bien sûr, si on utilise cette électricité et qu'on veut décarboner, bah, il faut la produire avec des moyens de production décarbonés. Et donc, ces moyens de production se développent beaucoup dans les énergies renouvelables, avec l'éolien, le solaire, mais on a aussi un socle de production autour de la production nucléaire qu'on continue à maintenir et à développer. Et si on met en avant ces nouveaux moyens de production, solaire et éolien, ça va avoir un impact énorme sur le système, notamment les études du RTE qui montrent que les énergies intermittentes vont profondément modifier nos systèmes. Donc, il faut faire aussi beaucoup de R&D là-dessus. Et puis, on ne peut pas faire abstraction de la transition du numérique. On est obligé de vivre avec. Ça peut représenter des menaces de cybersécurité, mais aussi, c'est un moyen pour nous d'accroître formidablement notre capacité à mener des recherches avec la simulation numérique, le quantique, l'intelligence artificielle. Et donc, tous ces nouveaux sujets changent considérablement le métier d'EDF. On va devoir s'adapter, on va devoir adapter nos compétences. Les compétences historiques de la R&D vont être adaptées de façon profonde. Et c'est pour ça qu'on a besoin de mener des actions dans ce domaine. D'accord. Et justement, faire le lien sur ce qui vient d'être dit, on voulait vous présenter les différentes initiatives qu'on avait mises en place. Dans un premier temps, à très court terme, on voulait revenir sur un besoin qui était tout simplement d'arriver à favoriser l'entraide entre les collaborateurs qui n'avaient pas forcément une visibilité sur les compétences des personnes dans leur propre département ou dans les départements, dans d'autres départements qui ne sont pas les leurs. Donc ça, c'était déjà un premier besoin. Ensuite, il y avait un besoin aussi de gérer les compétences, comme Laurent disait, à plus moyen terme, pour justement arriver à faire migrer les gens vers des compétences cibles ou des compétences qui sont essentielles et qui vont être essentielles dans les prochaines années. Et la troisième chose dont on aimerait parler également, c'est l'utilisation de ces compétences-là au-delà de la gestion de carrière, mais aussi pour les utiliser sur des décisions opérationnelles. On va y revenir, mais il y a de la planification de projets et de la planification d'ingénieurs-chercheurs qui est faite également via cette donnée de compétences qu'on est arrivé à collecter au fur et à mesure de l'expérimentation. Du coup, pour commencer sur le besoin court terme numéro 1, voilà, il y a effectivement un besoin d'arriver à développer l'entraide entre les collaborateurs. Et justement, Laurent, est-ce que vous pourriez revenir sur le constat qui a été fait de votre côté et le besoin initial qui a justifié ce lancement? Oui, c'est un besoin qui est apparu à peu près en 2018. Alors, c'est suite à des journées qu'on avait organisées chez nous autour de l'activité expérimentale. Donc, on avait réuni tous les techniciens et tous les ingénieurs qui travaillent dans nos laboratoires d'essai. Et ils nous avaient fait remonter le constat que dans notre gestion des compétences, à la R&D qui est très disciplinaire, bon, ça c'est historique, l'expérimental n'apparaissait pas très bien. Et il nous avait d'ailleurs suggéré de rajouter dans notre un niveau inférieur qui permettait de mieux prendre en compte l'expérimental. Et puis il y avait un deuxième besoin qui était sorti des ateliers qui avaient été organisés dans cette journée, c'était de créer des communautés d'intérêt, des communautés d'entraide. Et donc on est parti sur une expérimentation à partir du logiciel Pick Your Skills, où on a introduit ce fameux sous-référentiel des compétences qui faisait apparaître l'expérimental, et de façon
à faire en sorte que les techniciens et les ingénieurs d'essai puissent mieux se voir dans le référentiel de compétences et savoir qui faisait qui dans leur communauté. Et ça a permis de roder un peu le mécanisme de création des compétences à EDF. Et on va être des actions d'entraide, enfin, qu'on décrira après. Donc, on peut peut-être passer Oui. au transparent suivant, puisque l'idée, c'était donc de créer un annuaire très, très précis et très étendu des compétences, où chacun pouvait décrire individuellement ses compétences. Et quand on avait un problème particulier, enfin, imaginons qu'on soit un technicien d'essai qui cherchait un matériel rare, il pouvait faire une recherche dans la communauté, par exemple des électrotechniciens s'il cherchait un matériel électrique, et puis essayer d'identifier les personnes qui étaient susceptibles de lui donner ce matériel. Et donc, bien entendu, cette expérimentation, comme elle a fonctionné, on a décidé de l'étendre à la totalité de la R&D, et on s'est rendu compte que, ce faisant, d'intérêt sur la base des compétences des personnes et de mettre en place ces communautés d'intérêt, ces communautés d'entraide. D'accord. Et effectivement, on a eu certains cas, je me rappelle, assez concrets, où on avait des collaborateurs qui, après avoir recherché une compétence en particulier sur la plateforme, initiaient une boucle de mail directement via la plateforme pour avoir un échange avec le ou les experts identifiés sur le ou les compétences recherchées. Ouais. Exactement. D'ailleurs, c'est une fonctionnalité de l'outil. Enfin, on verra On peut-être verra un petit ça peu. tout à l'heure. Oui. Oui. D'accord, très bien. De créer des communautés d'intérêt sur des expertises et d'arriver à faire en sorte que les gens échangent plus entre eux sur des compétences en particulier et s'aident plus entre eux. Et la deuxième chose également qui a été mise en place, c'est effectivement d'arriver, comme vous le disiez un petit peu au début, à cartographier les compétences et les expertises de chaque collaborateur et ensuite à pouvoir faire en sorte de suivre l'évolution du développement de compétences des collaborateurs d'un point de vue micro au niveau du collaborateur et puis d'un point de vue plus global au niveau des départements et puis même de la R&D d'EDF. Oui, et ça rejoint un peu la description de notre plan scientifique que j'ai fait au début, qui montre qu'on va avoir à s'adapter beaucoup plus fortement et avec une vitesse beaucoup plus forte qu'auparavant. Bon, on est souvent contraint par les embauches et financièrement, donc il faut trouver cette plasticité, ces leviers d'adaptation en interne. Et on a travaillé avec l'action pour essayer de mettre en œuvre des moyens qui permettent de faciliter cette adaptation. Donc l'adaptation, elle peut être souhaitée ou rendue possible plus facilement pour les personnes. Quand on veut se projeter dans un parcours professionnel, il est quand même important de savoir quelles sont les compétences qui sont demandées dans les différentes entités dans lesquelles on souhaite évoluer. Et l'outil qu'on a mis en place permet d'avoir cette vision de quelles sont les compétences et aussi de les incarner via des profils. Parce qu'une compétence, ça reste abstrait, alors qu'un profil, c'est quand même beaucoup plus précis. On se dit, tiens, j'aimerais bien, je fais de la chimie à tel endroit, j'aimerais bien évoluer, faire de la biochimie dans un autre laboratoire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être ingénieur biochimiste? Et donc, on a, à partir d'un référentiel assez étendu des compétences, on verra. Et puis aussi, le deuxième besoin qu'on voyait de l'utilisation de cet outil, c'est de faire de la gestion prévisionnelle des compétences à moyen ou long terme. Ça, c'est un travail qu'on faisait déjà, mais de façon un petit peu artisanale. Et donc, on considère qu'à partir du moment où on dispose d'un outil où l'ensemble des salariés de la R&D décrivent leur profil, eh bien, on peut faire une gestion beaucoup plus fine
et beaucoup plus rigoureuse des compétences, de façon à adapter en permanence, on va dire à un objectif de 3-5 ans, les compétences aux nouveaux besoins de nos métiers. D'accord. Et effectivement, suite à, suite à ce constat-là, on a mis en place au fil des mois ce fameux référentiel de compétences qui, en fait, vous aviez et vous avez toujours un référentiel de compétences, mais plus macro. D'ailleurs, on parle de macro-compétences. Et Oui. nous, voilà, ce qui est bien de dire aussi, c'est c'était un besoin aussi des métiers et d'aller à un niveau plus micro et de pouvoir décrire plus opérationnellement les compétences de chacun pour être plus précis et descendre à une maille plus fine. C'est ça. Alors, pour donner les ordres de grandeur, hein, là, on voit qu'au niveau le plus fin, on a de l'ordre de 1500 compétences. Nous, on gère en gestion des effectifs prévisionnels le niveau intermédiaire, qui fait à peu près 180 compétences. Et de façon très macro, on peut monter à une maille d'une cinquantaine de compétences, c'est-à-dire des regroupements de l'ordre de 50 à 100 personnes. Et donc, ce référentiel, bon, il est utilisé pour faire de la gestion prévisionnelle des compétences, mais c'est aussi un support à la discussion entre les salariés et leurs managers, leurs chefs de groupe, lors des entretiens d'évaluation. C'est vraiment un outil de dialogue où ils peuvent dire, bon, ben voilà, j'ai regardé, je souhaiterais évoluer, j'ai fait un petit peu de recherche, j'ai vu que dans tel département ou dans telle sous-unité, il existait des compétences voisines, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je serais capable d'évoluer? Et c'est vraiment un outil, c'est pas forcément un outil d'évaluation, c'est un outil de dialogue Hmm. avant tout. Oui, et d'ailleurs, volontairement, on n'a pas voulu rentrer dans des critères d'évaluation. Chaque collaborateur peut dire s'il possède la compétence ou non, mais il n'y a pas de système de notation 1, 2, 3, 4. Justement parce que oui, la vision n'était pas de faire ça. Euh, et en plus, ce qu'on dit lors des formations, c'est que les collaborateurs, on leur dit, sentez-vous libre aussi d'aller sur des catégories de compétences qui ne sont pas celles de votre département, voilà, pour soit les ajouter, soit mettre des aspirations dessus, comme vous dites. Et ça induit d'ailleurs un dialogue forcément avec le manager de la personne. Oui, et d'ailleurs, ça prend intérêt dans le troisième point qu'on va voir, parce que ce qui est intéressant, ce n'est pas seulement d'avoir des informations sur les compétences des personnes dans le poste qu'elles occupent actuellement, mais d'avoir une vision sur l'ensemble des parcours qu'elles ont pu occuper, où elles ont pu acquérir des compétences très riches, qui souvent ne sont pas forcément connues et qui peuvent avoir une grande valeur. Oui. Et donc ça, justement, alors ça peut servir à court terme, mais ça peut servir aussi pour la gestion prévisionnelle des compétences, comme vous disiez. Et du coup, si on rentre un petit peu plus dans ce détail-là, de ce que j'en comprends, vous faites des revues de compétences annuelles, justement pour arriver à anticiper les évolutions dans le futur. Oui, chaque année, on passe en revue la totalité de nos départements de recherche. Donc, c'est un travail qui est quand même assez lourd, mais qui vaut la peine. Et on fait des projections à 3-5 ans des compétences des départements en lien avec l'évolution de nos métiers. Et on challenge bien sûr les différents scénarios, hein, parce qu'il s'agit de prévoir plusieurs options. Et donc avec l'outil, on a quand même un moyen beaucoup plus fiable d'instrumentaliser en quelque sorte ces revues annuelles pour relier en fait l'évolution stratégique des compétences avec l'activité, avec la programmation annuelle de l'activité, les besoins des métiers et la gestion des effectifs, bien sûr, des embauches, des départs. Ça permet de faire une GPEC à 3-5 ans. D'accord. Donc oui, pour rentrer un tout petit peu dans le détail, mais sans trop, effectivement, on parle de micro-compétences quand on est sur des compétences à la maille la plus fine possible. Et celles-là, c'est vrai qu'on les utilise plutôt sur de l'opérationnel ou du court terme, c'est-à-dire quand on cherche des gens pour lancer un projet ou lorsque on veut développer l'entraide entre des personnes. Donc voilà, besoin très opérationnel court terme. Et puis c'est vrai que pour la gestion prévisionnelle, comme le disait Laurent, on est plus à la maille compétences, qui est du coup la maille d'au-dessus,
parce qu'on ne peut pas forcément anticiper une évolution de 2000 compétences sur les 2 à 5 prochaines années. Donc voilà, on va à une maille un petit peu plus globale pour pouvoir faire cette anticipation stratégique sur la revue de C'est compétences. ça, la maille compétence, on va dire, c'est des regroupements de 8 à 20 personnes à peu près. Alors que les micro-compétences, c'est des regroupements de 2, 3. Et cette granulométrie-là. Voilà, bon, on Ok, peut peut-être passer sur le troisième volet, la troisième fonctionnalité de l'outil, oui, qui, euh, allez-y hein, si vous voulez. qui est la gestion de projet. Mais je vais vous laisser la main, Arnaud. Pas de D'accord. souci. Oui, alors, effectivement, il y a des besoins sur les compétences pour stimuler l'entraide entre les personnes à court terme, pour gérer leur carrière et faire de la GPEC et anticiper les besoins futurs en termes de compétences. Mais il y a un troisième usage aussi qui est venu un petit peu plus tard. Ce n'était pas le besoin premier, en tout cas, qu'on a adressé, mais qui est vraiment intéressant, c'est que à partir de ces compétences qui ont été déclarées par les collaborateurs, ça permet aussi derrière de favoriser ou d'améliorer le process d'allocation des ingénieurs, des techniciens sur les différents projets. En fait, vous m'arrêtez, hein, Laurent, si vous voulez amener des précisions, mais Allez-y. voilà, chaque année, en fin d'année, entre septembre et décembre, et même un petit peu plus loin, il y a une sorte de période de planification des projets de l'année suivante dans chacun des départements. Et donc, du coup, on anticipe dans chaque département et dans chaque groupe à l'intérieur des départements les futurs projets sur lesquels on va travailler. Donc, il y a des projets qu'on continue, qui sont déjà là depuis quelques années, ou des projets qu'on démarre. Voilà, on recense l'ensemble des projets qui vont être effectués, on les priorise, et puis ensuite, il y a une personne dans chacun des fameux groupes au sein du département qui est en charge derrière d'allouer les différents ingénieurs-chercheurs ou techniciens sur ces projets qui vont avoir lieu l'année suivante. Du coup, c'est un process extrêmement important. Et la chose intéressante, c'est que les compétences n'étaient pas forcément. Enfin, on a une vue dans un groupe sur les compétences d'un collaborateur, mais pas forcément une vue aussi précise qu'on a maintenant. Et donc maintenant, on peut utiliser ces données-là sur les micro-compétences des collaborateurs pour faire des bons choix ou de nouveaux choix d'allocation de tel ou tel technicien sur tel ou tel livrable, projet ou livrable. On parle de livrable chez la RD d'EDF. Voilà, c'est intéressant. Et nous, c'est aussi la vision qu'on a, c'est-à-dire de ne pas juste faire de la gestion de carrière grâce aux compétences, même si celle-ci est éminemment importante, mais de pouvoir aussi traduire ces compétences-là opérationnellement et pour pouvoir s'en servir sur les besoins de tous les jours. Et donc, c'est extrêmement intéressant de pouvoir se dire que des compétences peuvent être utilisées pour de l'allocation de collaborateurs et de la planification de collaborateurs. Voilà, c'est ça qui est extrêmement intéressant. Et au-delà de ça, ce qui est bien ajouté également, c'est qu'on a rajouté de la transparence. Et ça, je pense que Laurent vous pourrez préciser un petit peu là-dessus. Mais on parle d'ordonnancement lorsqu'on parle de planification de projet au sein de la RD d'EDF. Donc, l'ordonnancement se fait effectivement entre septembre et décembre. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on parle d'ordonnancement co-construit dans certains départements d'EDF, chez qui on a effectivement expérimenté ce qu'on est en train de se dire. Et l'ordonnancement co-construit, de quoi s'agit-il? En fait, c'est tout simplement de se dire que les collaborateurs, donc ingénieurs, chercheurs et techniciens dans les différents départements de la R&D d'EDF, peuvent maintenant, ce qui n'était pas forcément le cas avant, parfois oui, mais pas systématiquement, peuvent maintenant avoir une vue sur l'ensemble des livrables de leur groupe et ou de leur département sur la plateforme, voir un petit peu tout ce qui va se faire sur l'année à venir et peuvent, au-delà de voir ces livrables-là, peuvent aussi candidater ou en tout cas exprimer leur intérêt pour ces livrables. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de co-construction parce que précédemment, si on simplifie un petit peu, c'était surtout les chefs de projet et les chefs de groupe qui étaient chargés de faire ces allocations de ressources et de collaborateurs sur les projets. Et là, l'objectif étant de se dire que maintenant, un ingénieur-chercheur, un technicien a plus son mot à dire, ou en tout cas a plus la possibilité d'exprimer son intérêt sur ce qu'il va vouloir faire sur l'année à venir. Et ça peut créer Oui, des oui. opportunités voilà, de mobilité. Oui, cette tentative, c'est issu d'un travail qu'on avait fait sur l'autonomie des salariés. C'est-à-dire
on a un socioscope à EDF, donc on est capable d'identifier les sujets de préoccupation. On avait des remontées qui nous demandaient de donner un peu plus d'autonomie aux salariés. Et donc, certains départements ont eu l'idée d'utiliser Pick Your Skills pour que les salariés soient un peu les acteurs de la co-construction avec et le projet du programme de l'activité de l'année suivante. Et puis, il y a aussi un bénéfice qu'on entrevoit à utiliser Pick Your Skills, qu'on est en train de tester, c'est d'essayer de sortir de cette logique d'une planification annuelle de l'activité. Alors, la R&D, c'est forcément une activité à long terme. Donc, on n'a pas besoin de vivre au jour le jour. Mais par moment, il y a des sujets à fort enjeu qu'il faut être capable de lancer, des projets. Et on n'était pas forcément aussi performant pour lancer en cours d'année une task force sur un nouveau sujet. Et notamment, il pouvait se produire que les personnes qu'on voulait affecter à cette task force soient déjà pris sur des livrables à très fort enjeu. Et donc, on peut imaginer qu'en ayant connaissance d'un réseau beaucoup plus étendu des compétences, on puisse identifier des tâches forcément dans notre art. Très bien. Et je vois qu'il nous reste quelques minutes avant les questions. Ce qu'on comptait faire et ce qu'on trouve intéressant, c'est de vous montrer très rapidement en 3-4 minutes la plateforme telle qu'elle ressemble chez la R&D d'EDF. Bien que, pour rassurer tout le monde, on a anonymisé l'ensemble des collaborateurs. Donc, on a bien les bons noms de compétences, mais les noms des collaborateurs ont été changés de façon à respecter le RGPD. Et ce qu'on voulait montrer, bien concret, de pouvoir vous montrer comment ça se matérialise. Je vais laisser Laurent aussi commenter, hein, mais voilà, le but étant de se dire que chaque collaborateur a un profil à la R&D d'EDF et qu'on a tout un ensemble d'informations sur le collaborateur sur la gauche, son département, sa fonction, un petit texte descriptif pour que le collaborateur puisse dire ce qu'il a fait ou ce qu'il fait au sein de la R&D. Et puis, on a effectivement toutes les compétences avec les micro-compétences que vous voyez ici en gris, et puis les compétences au-dessus qui viennent catégoriser du coup les micro-compétences pour qu'on s'y retrouve. Voilà, je ne sais pas si vous vouliez ajouter quelque chose là-dessus, Laurent. Alors, ce que je voulais ajouter, c'est qu'au début, on a commencé par une approche assez disciplinaire. Donc, on a des catégories de compétences, vous voyez, tenue mécanique des matériaux, etc. Et on s'est rendu compte, et notamment quand on avait fait l'exercice pour l'activité expérimentale, que si on continuait comme ça et qu'on s'arrêtait à ça, on perdait toute la dimension métier, qui est toujours très importante quand on veut savoir qui fait quoi, qui sait faire quoi, de qui j'ai besoin. Et donc, on a inventé des catégories, par exemple, appui aux essais, ça, typiquement métier quand on fait de l'expérimental, mais on s'est aussi intéressé à savoir quels appareils de mesure il maîtrisait, quelles boucles d'essai. Et puis, on a petit à petit été vers les soft skills. On s'est dit, oui, mais il y a des chefs de projet, donc il faut décrire leurs compétences. Après, ils maîtrisent des logiciels, il faut les classer, les cartographier. Et donc, de fil en aiguille, on est arrivé à quelque chose de beaucoup plus riche qu'un simple référentiel de compétences disciplinaires, mais plutôt un référentiel qui traduit notre métier, notre activité. Et la conclusion, c'est que ce référentiel, il est propre à chaque entité, en fait, à chaque industrie, à chaque client. Il n'existe pas de référentiel universel des compétences, il faut le construire. Oui, effectivement, il y a un travail là-dessus pour bien coller aux spécificités de la R&D. Donc voilà, il faut partir du principe que chaque collaborateur a un profil de compétences et est invité à rentrer ses compétences. Il y a des formations justement pour que les gens puissent les rentrer convenablement. Et ensuite, derrière, la première utilisation opérationnelle qu'on peut en faire, justement pour créer de l'entraide, c'est qu'un collaborateur qui a besoin de trouver une expertise qu'il n'a pas peut venir sur cette page de moteur de recherche, saisir une compétence. Donc là, effectivement, on a saisi habilitation mécanique, par exemple. Donc, on peut se balader dans le référentiel de compétences qui a été fait,
Là, on est allé sur une rubrique appui aux essais, habilitation, puis on a cliqué sur habilitation mécanique. Et derrière, on a tout un système de filtre qui permet de filtrer soit par poste des collaborateurs, donc ingénieurs-chercheurs, etc., soit par département. On a l'ensemble des départements et des centres internationaux de la R&D d'EDF, et par d'autres dimensions. Et ensuite, voilà, lorsqu'on recherche, on a effectivement cette liste de collaborateurs avec, s'ils ont déclaré leurs compétences, ils apparaissent. Et on peut derrière leur envoyer un mail directement ou alors télécharger les résultats dans un Excel pour avoir leur adresse mail et leur téléphone s'ils l'ont mis, et les contacter directement. Voilà, et donc c'est par ce biais-là, on en a parlé un tout petit peu plus tôt, c'est par ce biais-là qu'on s'est retrouvé avec certaines personnes qui ont contacté par mail, qui ont initié des boucles de mail avec des personnes qui avaient la compétence recherchée. Et puis derrière, ça a induit un échange entre les collaborateurs et potentiellement une collaboration entre eux. Et l'autre chose qu'on voudrait montrer rapidement, également avant de passer aux questions, c'est plutôt la vue livrable ordonnancement, ce dont on parlait tout à l'heure. Où là aussi, voilà, ce qui est important, et je vous laisserai ajouter certaines choses, Laurent, mais ce qui est important de comprendre, c'est que chaque livrable, donc chaque livrable sur l'année suivante, en fait, est matérialisé par une carte, ici, sur ce tableau. Et donc, ce qui est important de retenir, c'est que l'ensemble des chefs de projet créent ces fameux livrables parce que c'est eux qui savent quels sont les livrables qu'il va y avoir l'année suivante et de quelles ressources ils ont besoin pour l'année à venir. Donc, tout est centralisé ici, à la maille d'un département ou d'un groupe. Et puis derrière, un contributeur classique peut venir sur la plateforme et du coup avoir une vue, comme on le disait, sur l'ensemble des livrables qui vont débuter sur l'année à venir. Et puis peuvent faire défiler ces livrables, pouvoir y travailler dessus. On voit que sur par le nom du client, le nom du livrable, les besoins ici en bleu. Et puis aussi, on a quelques tags qui peuvent renseigner la compétence qui est attendue sur ces livrables-là. Voilà, en tant que contributeur, en tant qu'ingénieur-chercheur, si j'ai l'impression, si ça me plaît et que j'ai l'impression que je peux y répondre, voilà, je peux tout simplement cliquer ici sur le bouton d'intérêt. Et puis voilà, ça peut mettre en avant ma candidature auprès des personnes qui vont derrière décider de l'allocation des ingénieurs-chercheurs et des techniciens sur les livrables de l'année à venir. Voilà, l'idée, c'est ça l'ordonnancement qu'on construit en simplifiant, c'est de se dire que l'ensemble des collaborateurs partagent une même vue et peuvent du coup dialoguer sur la planification à venir à partir de cette vue-là. Si vous vouliez rajouter quelque chose là-dessus, Laurent. Non, je ne sais pas, on peut peut-être, pour laisser un peu de temps la réponse aux questions, on peut peut-être passer à la séquence de questions. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, oui, très bien. Sinon, elle risque d'être un petit peu écourtée. Bon, moi, j'ai vu un certain nombre de questions. Enfin, bon, pourquoi EDF a choisi PickerSkills? Enfin, ça, c'est plutôt une question pour moi, n'est-ce pas? Oui, je vous la laisse. Voilà, bon. En fait, on a choisi PickerSkills parce que l'outil répondait bien à nos besoins. Bon, en plus du posteriori, PickerSkills est très à l'écoute, fait tout à fait le job. On est très content de l'appui qu'il nous apporte. Mais si j'essaye d'identifier les objets qu'on trouve dans PickerSkills et qu'on n'arrive pas forcément à trouver ailleurs, le référentiel des compétences, il faut le construire. Donc ça peut être vu un peu comme une contrainte, mais en tout cas, c'est ce qu'on voulait faire. Et je pense qu'il est un peu illusoire d'espérer que les outils construisent magiquement les compétences dont vous avez besoin. C'est un travail. Si vous voulez faire une gestion des compétences efficace, c'est un travail auquel vous devrez vous atteler. Et donc, nous, on avait décidé de créer un référentiel des compétences et il se trouve que PickerSkills, c'est comme ça qu'il fonctionne. Et donc, ça collait bien à notre besoin. Bon, il y a aussi le volet pilotage de projet. Donc ça, c'est pareil, c'est des fonctionnalités qu'on trouve dans pas beaucoup d'outils. Et donc, ces deux aspects propres à PickerSkills, ça correspondait à notre demande. Et donc, on n'a pas trouvé dans le commerce d'autres outils qui remplissent ces deux fonctionnalités aussi bien. Et c'est pour ça qu'on l'a retenu.
D'accord, très bien. Et merci en tout cas. Alors, j'ai vu qu'il y avait un petit débat sur le talent management. Effectivement, on pourrait utiliser l'expression management des talents. C'est vrai qu'on préfère utiliser les expressions françaises que les anglicismes. Donc, on peut parler effectivement de management des talents, Christelle et Rachel. Ensuite, il y avait une question également de Rachel sur, du coup, l'outil et l'allié de la mise à jour de ce référentiel. Oui, ça veut dire, alors je vous laisserai répondre aussi, mais en fait, le référentiel, déjà, il y a des revues de compétences et avant les revues de compétences, il y a des entretiens entre un manager et son manager. Donc ça permet de revoir les compétences du collaborateur et de faire un point au moins une fois par an pour mettre à jour les profils des collaborateurs. Et puis ce référentiel, de toute façon, il vit aussi dans le temps, dans le sens où on peut y ajouter et en retirer ou modifier des compétences au gré des changements de l'activité de la R&D, en fait. Voilà, nous, on a une certaine plasticité d'évolution de notre référentiel. Alors après, il ne faut pas trop le faire évoluer, hein, parce que c'est un peu comme la manière de comptabiliser le chômage. Si vous changez la règle tout le temps, vous n'arrivez plus à savoir combien vous avez de chômeurs. Donc le thermomètre doit être relativement stable, mais il ne faut pas s'interdire d'introduire des nouvelles compétences sur des nouveaux métiers et pas du avant. Et puis, chaque salarié a aussi la liberté d'introduire lui-même des compétences qui n'existent pas dans le référentiel. Donc ça constitue un stock de nouvelles compétences qu'on examine régulièrement. Alors, pas trop souvent parce que c'est un travail assez long. Et ce qu'on fait, c'est qu'on vérifie si les compétences qu'ils ont ajoutées, on n'arrive pas à trouver un équivalent. Très souvent, ils n'ont pas été forcément bien explorés le référentiel et on peut voir qu'il existe des doublons assez évidents. Et quand on voit qu'ils ont introduit des compétences qui ont vraiment un sens, qui ont vraiment un intérêt, à ce moment-là, on les introduit dans la classification. Et ça fait petit à petit évoluer le référentiel, ça l'enrichit. Alors j'ai vu qu'il y avait aussi une question sur quel est le pourcentage de complétude et ça, c'est une question importante parce que c'est Oui. pareil, hein, il ne faut pas avoir l'illusion que ça va se faire tout seul. Si jamais on fait une annonce par mail en disant coucou, il existe Pick Your Skills, vous n'avez plus qu'à cliquer et remplir votre profil, le taux de remplissage n'est pas extraordinaire. On oscille entre 25 et 30%. Et donc, c'est un projet qu'il faut porter managérialement. Et on avait une certaine expérience d'ailleurs sur l'expérimentation qu'on avait fait dans le domaine de l'expérimental, puisque cette expérimentation, elle avait porté sur 400 personnes à peu près, enfin jusqu'à 450 personnes. Donc on savait exactement quelle était l'intensité du travail qu'il fallait mener. Et là, on obtient un taux de remplissage élevé parce qu'on organise des ateliers. Donc pour 2000 personnes, on a mis en place, on va dire, une grosse trentaine d'ateliers, ce qui fait des ateliers de l'ordre de 50 personnes avec Teams. On a une méthode qui commence maintenant à être bien rodée. Et quand on fait ça, on arrive à des taux de remplissage qui sont les 60. Et puis après, en mettant une deuxième couche, on arrive à monter jusqu'à 90-95%. On a de toute façon toujours une petite population réfractaire. On n'arrivera jamais à atteindre le 100% absolu. Mais nous, de toute façon, dans la GPEC, on a certaines compétences qu'on identifie en GPEC et on ventile ces compétences quoi qu'il arrive. C'est-à-dire, ce n'est pas la décision du salarié de se dire je suis affecté à cette compétence. Oui. Et justement, il y avait une question qui était en lien à cela. Si je remonte un petit peu, est-ce que le collaborateur saisit lui-même les informations le concernant? Du coup, je suis tenté de dire qu'il y a deux types de politiques là-dessus. Sur les micro-compétences, il peut saisir. Mais voilà, sur la compétence au-dessus, qui sert pour les revues de compétences et la GPEC, c'est vraiment en collaboration avec son manager et c'est son manager qui a la main pour cela. C'est ça. Donc ça répond a priori à la question de Cécile. Ensuite, pour le résumé de l'expérience, est-ce qu'un lien possible avec le profil LinkedIn de chaque collaborateur? Je vais répondre rapidement, oui, oui. En fait, il y a deux choses possibles. Effectivement, on peut mettre le lien LinkedIn de la personne sur son profil Pick Your Skills pour ensuite pouvoir se rendre directement sur son profil LinkedIn. Mais le sens inverse est possible dans le sens, et ça répond à une deuxième question un petit peu plus bas, on peut créer des profils ou alimenter des profils
automatiquement via les informations que la personne a mises dans LinkedIn. Donc voilà, tout simplement, on rentre le lien LinkedIn de la personne et puis son profil se crée automatiquement avec toutes les compétences déclarées sur LinkedIn, toutes les expériences déclarées sur LinkedIn. Donc ça permet de gagner énormément de temps. On ne l'a pas fait avec la R&D d'EDF. On va d'ailleurs le faire plutôt sur des fiches Word, mais ça, c'est un autre cas d'usage. Voilà, là, sur la R&D d'EDF, on ne l'a pas fait, mais c'est quelque chose qui est possible à faire, automatiser un petit peu la complétion des profils, en fait. Je répondais juste à celle-là. Vous me dites, Laurent, si vous envoyez certaines Alors, auxquelles vous sur la pouvez répondre. sécurité des données à caractère personnel, bon, j'ai quand même des choses à dire parce que vous imaginez bien que dans une entreprise comme EDF, où on a un haut taux de sécurité des données avec le nucléaire des pare-feux très puissant, on a donc une direction de la cybersécurité très performante. Et quand on déploie un logiciel comme celui-là, on doit passer dans une instance qui est directement sous la direction du directeur de la cybersécurité du groupe EDF. Donc, c'est surveillé à très haut niveau. Et c'est assez exigeant, hein, puisqu'on doit construire un dossier avec une analyse de sécurité très poussée. Et on doit répondre à des questions qui sont hébergées. Donc, elles sont, en tout cas, nous, on a des contraintes qui imposent que ces données soient hébergées en Europe, ce qui est le cas. Elles sont hébergées à Francfort. Est-ce que les données sont bien compartimentées vis-à-vis des autres données de l'hébergeur? Enfin, il faut qu'il y ait une forte étanchéité entre ces données. On ne peut pas imaginer que les données soient entrelacées. Il faut que les flux d'informations soient cryptés, sécurisés. Et puis, il y a notamment la question donc, des données personnelles. Donc, on doit bien entendu répondre à la notion du consentement. Donc là, pour un outil comme ça, c'est quand même l'intérêt légitime qui est utilisé parce que c'est un outil organisationnel, mais les salariés ont le droit de demander la modification, la rectification qu'on peut adhérente au SIRH, c'est-à-dire leur poste, leur numéro de téléphone, et puis toutes les données qui concernent les compétences. Bon, bah, ils ont un droit d'effacement implicite puisque c'est eux qui les saisissent. Donc la question ne se pose même pas. S'ils veulent ne rien mettre, ils peuvent ne rien mettre. Voilà, donc à partir du moment où on remplit toutes ces conditions, eh bien on a pu… Ah oui, il y a aussi l'authentification qui, chez nous, rentre dans notre système d'authentification avec Guardian. Voilà, ce qui permet d'assurer un haut niveau de sécurité d'authentification. Donc, à partir du moment où on répond à tous ces prérequis, on est autorisé à déployer le produit chez nous. Ok, alors je vois qu'il reste 2 minutes. On va peut-être essayer de prendre une question, puis d'ailleurs, je pense qu'on doit devoir arrêter. Juste, ne vous inquiétez pas, on liste toutes les questions. Et d'ailleurs, on fera une FAQ où on y répondra et on vous enverra ça par mail, de façon à ce que vous ayez vraiment toutes les réponses. Juste, il y a une question qui est intéressante sur le bénéfice. Quel bénéfice on en tire? J'imagine c'est plutôt est-ce qu'on a des REX, des collaborateurs? Je peux peut-être juste préciser là-dessus, mais notamment Oui. sur le troisième cas d'usage, pour ne pas dire, pour pas rentrer dans le détail des deux premiers, mais le troisième du moins, on a testé du coup cet ordonnancement co-construit ou cette planification co-construite. Et puis derrière, on a pris l'habitude à la fin de chaque période de planification, donc plutôt en janvier-février, de faire un feedback. On avait un questionnaire de satisfaction et on l'a d'ailleurs fait aussi lorsqu'on a déployé sur les compétences, hein, où on demandait aux différentes personnes de noter sur de 0 à 10 l'outil et même ce qu'ils en pensaient. Est-ce qu'ils en voyaient des bénéfices? Est-ce qu'ils voulaient l'utiliser l'année suivante? Ou est-ce qu'ils étaient pour ou contre un déploiement à d'autres départements? Donc voilà, on a pris les retours comme ça et on continue à le faire. Et c'est ça qui nous permet de voir qu'on a tout de même des résultats positifs là depuis 2 ans. Et d'ailleurs, les déploiements ont été aussi conditionnés à ces retours-là. Voilà, d'ailleurs, pour conclure, hein, si vous voulez déployer avec succès un tel outil, il doit avant tout rendre service aux utilisateurs. Et donc, les services, hein, je les résume très vite, l'entraide, l'aide au parcours professionnel, la mise en place de communautés et puis fluidifier la gestion de projet.
Voilà. Après, la GPEC, ça, c'est pas les utilisateurs finaux. C'est Oui, managérial. Donc, il faut que le cœur du logiciel rende service aux utilisateurs finaux. oui. Ok, ben merci beaucoup Laurent. Je vois qu'on c'est l'heure et l'heure c'est l'heure comme sur France Inter. C'est ça. Donc, donc merci à tout le monde en tout cas pour toutes vos questions. On regarde celles auxquelles on n'a pas répondu et puis on tâche de le faire avec Laurent et puis on validera nous, nos réponses avec Laurent avant de vous envoyer tout ça. En tout cas, merci beaucoup. On avait beaucoup de questions et c'est intéressant de pouvoir interagir avec vous. Et merci Laurent pour toutes les explications. Et merci Arnaud pour cet appui et Merci tout le l'organisation. monde. Merci tout le monde. Merci Eric, Rachel, Laura, Sylvie, Carole. Et à bientôt. À bientôt.